Allô, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde nous écoute. Si vous aurez des problèmes, s'il vous plaît, laissez-moi savoir pour la fonction de chat. Mais j'espère que tout va bien. Alors, bonjour encore et bienvenue au webinaire de Livre Canada Books, l'impression à la demande, un outil d'aide à l'exportation. Je suis Gabrielle Echeverry, gestionnaire de communication chez Livre Canada Books. Je suis ici aujourd'hui pour présenter notre animateur et animer la séance de questions à la fin de la présentation. La présentation devrait durer environ 60 minutes et nous avons prévu du temps à la fin pour répondre à vos questions. Nous vous invitons à poser vos questions via la fonction Q&A de Webex située à droite de votre écran. Et nous vous invitons à poser vos questions, n'hésitez pas à soumettre vos questions tout au long du webinaire. Nous les recueillerons pour la séance de questions qui aura lieu à la fin. Également, vous recevrez un exemplaire de contenu de la présentation et vous aurez accès à l'enregistrement de l'événement d'aujourd'hui sur notre site web dans environ une semaine. Si vous rencontrez des problèmes, si vous avez des questions au sujet de plateforme Webex, veuillez m'envoyer un message privé en tant que host. On utilise la fonction de clavardage qui se trouve dans la partie à droite de votre écran, également comme la section 2 pour la Q&A. Alors, pour notre présentation, l'impression à la demande, ce qu'on sert avec d'autres stratégies peut s'avérer un outil efficace de développement des exportations. En effet, elle peut notamment permettre de rendre disponible sur un ou des territoires étrangers tout un catalogue d'œuvres et ce, sans investissement préalable dans les inventaires. Nous avons hâte de découvrir le potentiel croissant de cette technologie aujourd'hui et je suis ravie de vous présenter notre présentateur Stéphane Labbé. Plusieurs d'entre vous le savent, Stéphane est conseiller stratégique et chercheur chaque année en culture et communication. Il dirige un cabinet de conseil, de recherche et d'édition depuis 2013 et est aussi actif auprès des sociétés éditoriales d'ici et d'Europe, ainsi que des ministères et associations professionnelles du Canada. Il a dirigé plusieurs sociétés d'édition et réalisé de nombreuses recherches dans le domaine de la culture et des communications. Stéphane enseigne notamment au DESS en édition de l'Université de Sherbrooke, au DESS en édition numérique et à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Bienvenue Stéphane et merci de vous joindre à nous. Je vais maintenant vous céder le micro pour que nous puissions commencer. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette belle présentation. Alors, juste une note parce que j'ai vu un commentaire dans le chat. Je pense que vous ne vous voyez pas et je ne vous vois pas non plus, mais soyez assurés, nous sommes nombreux aujourd'hui à la présentation. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis content de vous retrouver, même si je ne vous vois pas. J'en profite d'ailleurs pour saluer des collègues que je n'ai pas vus depuis de belle lurette. Je pense à Barbara, à Pierre et à Sylvie notamment. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis bien content de discuter d'impression à la demande dans un contexte d'exportation avec vous aujourd'hui. Je pense que la première fois qu'on avait eu cette discussion-là, ça remonte à il y a 10 ans. Alors évidemment, il y a des choses qui ont changé durant ces 10 années-là, puis on va en parler un peu aujourd'hui. La plateforme Webex permet moins la discussion naturelle, comme si on était en face à face. Mais donc, comme le disait Gabriel, vous pouvez utiliser le chat là, dès que vous le sentez, dès que vous avez une question. Ça se peut que je n'y réponde pas immédiatement, mais Gabriel fera en sorte que j'y réponde incessamment. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation qui ressemble à ceci. Bon, je vais dire quelques mots sur moi, mais Gabriel a dit l'essentiel. On va commencer par définir ce que c'est que l'impression à la demande parce qu'on la confond souvent avec d'autres types
ou plutôt d'autres modes de fabrication du livre. Donc, c'est important pour moi qu'on tire au clair ce que c'est qu'exactement l'impression à la demande. Ensuite, on va discuter de la pertinence d'utiliser l'impression à la demande, notamment dans un contexte d'exportation. C'est la raison principale qui nous amène à discuter de ce processus de fabrication. On va examiner comment fonctionne l'impression à la demande. Évidemment, il n'est pas question ici de vous donner un cours extrêmement technique, mais plutôt de vous donner une idée générale du processus, donc du fonctionnement de l'impression à la demande pour que vous puissiez mieux l'envisager et mieux discuter avec les éventuels partenaires avec qui vous feriez affaire ici comme évidemment ailleurs dans le monde. Dans ce mode de fonctionnement, je vais aborder le processus en tant que tel. Je vais parler de certaines nouveautés technologiques. Je vais évidemment vous parler de coûts et d'éventuels partenariats à l'étranger. Ici, une note, je sais que certains d'entre vous s'attendaient à avoir une bonne liste de fournisseurs pendant la séance. Le contexte ne se prête pas vraiment à la présentation des diverses opportunités d'affaires ou de partenariats que vous pourriez avoir parce qu'il y en a beaucoup trop. Cela dit, mon équipe et moi, on a développé une espèce de petit document qui nous fera plaisir de vous faire parvenir d'ici une semaine ou deux. Là, Philippe, mon collègue, est en train de le peaufiner et surtout de le rendre digeste. Donc, ça nous fera plaisir de vous faire parvenir ce document-là d'ici une semaine ou deux, dans lequel vous retrouverez donc une liste non exhaustive, mais quand même une liste des partenaires possibles, notamment en Europe, mais aussi en Afrique francophone. On va évidemment aborder les avantages de l'impression à la demande, parce qu'effectivement, il y en a. Mais il y a aussi des défis auxquels l'impression à la demande fait face et on va en discuter aujourd'hui aussi. Je vais aborder quelques mots sur l'avenir de l'impression à la demande et je vais vous donner 2 conseils importants si vous souhaitez avoir recours à l'impression à la demande, notamment dans un contexte d'exportation, donc 2 conseils. Et comme Gabriel le disait, il y a une période qu'on a réservée à la question. J'avais noté une période aussi réservée à la discussion. La discussion sera moins facile à avoir puisque vous êtes confinés, doublement confinés, dans votre salon et dans le chat sur cette plateforme. Mais bon, je pourrai tout de même répondre à vos questions que je verrai dans le chat et que Gabriel me relaiera. Et si jamais, parce que c'est fort possible que ça arrive, je ne suis pas un expert sur tous les plans, il y a certainement des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais ça me fera plaisir de me renseigner et de vous revenir par la suite, par courriel ou autrement au téléphone. Donc voilà pour le plan de la présentation. Donc sans plus tarder, j'y vais. Je me lance. On commence avec donc quelques mots sur moi. Donc la plupart des gens qui sont ici me connaissent. Là, j'ai été auteur, éditeur, diffuseur, distributeur, libraire. En fait, la seule chose que j'ai pas fait dans l'industrie du livre, c'est bibliothécaire. J'ai travaillé, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie du livre. J'ai fait à peu près donc tous les métiers. Plus récemment, dans les 10 dernières années, lorsque j'ai vendu mes actions dans mes entreprises d'édition, je suis retourné sur les bancs d'école, j'ai étudié l'industrie du livre, j'ai étudié l'exportation du livre et j'ai fait un doctorat sur la consommation de livres des Québécois. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc depuis 2013, en fait, je dirige un cabinet. On est 4 là-dedans et grosso modo, on fait de la recherche pour les ministères et les associations professionnelles. On fait du conseil stratégique auprès des éditeurs surtout. Donc, planification stratégique, développement éditorial, développement commercial, développement international, toutes sortes d'affaires qu'on fait là-dedans, notamment aussi du transfert d'entreprise. Donc, si vous voulez acheter une entreprise, on vous accompagne. Si vous voulez vendre la vôtre, on vous accompagne aussi.
Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Mais évidemment, on fait beaucoup de formations. Voilà pour moi, je pense que ça fait le tour. Maintenant, donc qu'est-ce que c'est que cette impression à la demande? C'est très important pour moi que vous compreniez ce que c'est parce que c'est très différent de plusieurs autres modes de fabrication auxquels on peut la confondre. C'est un processus, donc, de fabrication d'un seul exemplaire, d'un titre donné, suite à la commande de celui-ci sur une plateforme. Autrement dit, son nom le dit, c'est une impression à la demande. S'il n'y a pas de demande, ben, le livre n'existe pas matériellement. Hein? Donc, il s'agit d'un livre qui existe virtuellement seulement, donc un fichier qui est prêt à être fabriqué, imprimé, relié et expédié, mais il n'existe pas autrement. Il n'a pas de matérialité, il n'y a pas d'inventaire de ce titre-là. Il n'existera matériellement que s'il y a une commande qui est faite par un consommateur ou une institution sur une plateforme donnée qui est évidemment numérique. Donc ça, c'est ce que c'est que l'impression à la demande. Il faut donc la distinguer de l'impression à court tirage ou de ce qu'on appelle au Québec surtout le réassort automatique. Donc l'impression à court tirage, vous connaissez ça, vous commandez 50, 75, 100 exemplaires à votre imprimeur pour un titre donné. Il va vous les imprimer, vous les expédiez à l'adresse que vous avez identifié. Donc, vous allez avoir un inventaire, vous allez donner une matérialité à votre livre. Il va exister, il va y en avoir quelques exemplaires chez les librairies, quelques exemplaires chez votre distributeur, probablement quelques exemplaires dans votre bureau. Donc, il ne s'agit pas d'impression à la demande, il s'agit d'imprimer un court tirage pour un livre. Et de la même façon, pour le réassort automatique, c'est que vous avez déjà un inventaire chez votre distributeur. Et quand votre inventaire atteint un certain seuil que vous avez vous-même fixé, probablement après discussion avec votre distributeur, donc quand le niveau d'inventaire atteint un certain seuil, bien, il y a un réassort automatique, c'est-à-dire qu'il y a une connexion systématisée qui va aviser votre imprimeur ou vous pour que vous l'approuviez, mais donc qui va démarrer la fabrication d'un certain nombre d'exemplaires pour ce titre qui a atteint le seuil d'inventaire. Donc, aujourd'hui, nous, ce dont on va parler, c'est de l'impression à la demande et non pas de l'impression à court tirage, ni du réassort automatique. Il s'agit aujourd'hui de discuter de l'impression à la demande. Est-ce que c'est un bon outil pour développer les ventes à l'international? Si oui, ben, comment on fait ça? Donc, ça, c'est hyper important pour moi qu'on se mette d'accord là-dessus. Je continue donc. Pourquoi utiliser l'impression à la demande? Bien, le principal objectif de l'impression à la demande, surtout dans un contexte d'exportation, c'est de faire exister un livre, un catalogue de livres, dans un territoire où il n'y a pas d'inventaire, ou bien où les ventes sont généralement insuffisantes pour justifier un inventaire. On va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure, mais disons que l'impression à la demande, c'est ce qu'elle permet. Vous avez un catalogue de titres, vous pouvez le rendre disponible sur les plateformes numériques, donc les plateformes numériques des détaillants, évidemment, ou toutes sortes de plateformes numériques, où un consommateur ou une institution pourrait se procurer ce livre-là ou ces livres-là. Et dès lors que le consommateur commande, et donc il crée une demande pour le livre, il y a tout un système, la plupart du temps un système automatisé ou presque tout automatisé, qui va se mettre en branle pour fabriquer cet exemplaire-là et le faire parvenir à l'institution ou au consommateur qui l'a commandé. Donc, ce que ça permet, l'impression à la demande, c'est justement ça, c'est de faire exister tout un catalogue de titres dans un territoire donné via les plateformes numériques. Donc, évidemment, quand on parle de faire exister tout un catalogue de titres sur une plateforme numérique, ça sous-entend qu'on les rend disponibles. Donc, les fichiers existent et on peut voir la couverture, mais encore faut-il les rendre visibles. On va en reparler un petit peu plus loin encore, mais c'est-à-dire que quand on essaie de juger de la pertinence de l'impression à la demande, oui, rendre disponible un catalogue de titres dans un territoire, mais encore faut-il le rendre visible
il y a une différence, une distinction à faire entre rendre disponible un catalogue de titres et le rendre visible. Donc, ça, évidemment, pour le rendre visible, ça sous-tend une stratégie de référencement qui est dynamique, donc que ce soit du référencement organique ou du référencement payant, peu importe les stratégies que vous utilisez, il faut prévoir une stratégie de référencement pour rendre visibles vos œuvres sur ces plateformes. Donc, c'est la principale raison pour moi, donc la principale raison qui pourrait nous amener à considérer l'impression à la demande dans un contexte international. Je voudrais faire exister un catalogue en Afrique francophone. C'est un marché que je connais plus ou moins. C'est l'une des façons de le faire. C'est une méthode exploratoire. Je vais rendre disponible, je vais rendre visible également mon catalogue dans un marché, puis je vais voir ce qui se passe. Continue. Alors, je viens d'en parler un peu. Est-ce que c'est un bon outil pour l'exportation? Évidemment, c'est un super outil puisque d'avoir la possibilité de rendre disponible un catalogue à l'étranger, dans des pays où on n'est pas présent, et donc où on n'a pas d'inventaire, on n'a pas d'équipe commerciale, c'est un très bon outil pour explorer, pour commencer à développer des relations avec différents partenaires éventuels sur ce ou ces territoires-là. Mais une chose qui est extrêmement importante, parce que c'est un bon outil d'exportation, oui, mais c'est surtout pas le seul outil à utiliser. Alors, c'est un outil qui est complémentaire aux autres modes d'exportation. Vous savez, ce n'est pas un cours sur l'exportation, mais on peut faire de l'exportation par la licence, donc la permission de publier une œuvre dans un autre pays pour une durée donnée. On peut évidemment exporter avec la coproduction, l'équivalent d'une licence, mais on imprime ensemble. On peut exporter direct, c'est-à-dire exporter nos œuvres sous notre propre marque avec un contrat, via un contrat de distribution et de diffusion dans un territoire donné. Et on peut aussi rendre disponible certains titres, certaines collections qui ont un potentiel moindre, peut-être, dans un territoire, mais on peut les rendre disponibles et visibles via une stratégie d'impression à la demande. Donc, c'est un bon outil, oui, mais c'est un outil complémentaire. C'est aussi un outil de développement de marché. Alors, je le disais tantôt, je donnais l'exemple de l'Afrique francophone, mais ça peut être partout ailleurs. Vous pourriez, par exemple, vouloir viser les populations francophones des États-Unis, par exemple. Hein, il y a quand même un certain nombre relativement important de francophones aux États-Unis. L'impression à la demande pourrait vous permettre de rendre disponible vos catalogues ou une partie de vos catalogues sur ce territoire-là avec l'impression à la demande. Ça vous permet donc de vous rendre disponible, d'une part, de vous rendre visible, d'autre part, parce que je le disais tantôt, il faut accompagner cette disponibilité par une stratégie de référencement. Donc, ça vous permettrait donc d'explorer ce territoire-là sans avoir à fabriquer des exemplaires, signer un accord ou plusieurs accords de diffusion, de distribution dans ce pays-là. Donc, c'est un véritable outil de développement qui nécessite peu d'investissement autre que celui, évidemment, de produire les fichiers et les bons fichiers. Encore faut-il que ce soit les bons fichiers, on va en parler tantôt. Et autre que la stratégie de référencement qui doit l'accompagner. Donc, c'est un outil complémentaire à nos stratégies d'exportation dans un pays où on est déjà actif. Et c'est un outil de développement pour des pays où on n'est pas présent. Donc, complémentaire, par exemple, j'exporte déjà en France. J'ai une vingtaine de nouveautés par année qui transitent via mon diffuseur là-bas et mon distributeur. Je fais par la bande certains accords de licence dans ce même marché-là parce qu'il y a des œuvres dans mon catalogue qui nécessitent une adaptation, par exemple. Et donc, il est préférable de confier ça à un partenaire éditeur sur ce territoire-là. Et en complément de ces stratégies-là, j'ai certaines collections qui ont moins de potentiel, peut-être,
en France, mais je veux quand même les rendre disponibles, sait-on jamais. Vous savez, si on rend disponible un catalogue de 200 titres puis qu'on vend une dizaine d'exemplaires chacun dans l'année, ben, ça fait 2000 exemplaires qu'on a revendus de plus dans l'année. C'est pas rien. Donc, c'est un très, très bel outil, l'impression à la demande, mais c'est un outil complémentaire ou c'est un outil de développement dans un contexte d'exportation. Je continue. Comment ça fonctionne, l'impression à la demande? Je le disais tantôt, je ne vous fais pas un cours technique, là. Je ne suis pas d'ailleurs un expert là-dedans, mais l'idée, c'est de vous donner une idée générale de comment ça fonctionne, notamment pour que vous puissiez mieux discuter avec vos éventuels partenaires d'impression à la demande, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs. Donc, le processus de la commande jusqu'à la livraison. Donc, évidemment, la première étape, c'est d'avoir un fichier qui est disponible et au bon format. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le bon format? Bien, ça dépend de votre partenaire. Tout simplement. Il est possible que votre partenaire en France ne soit pas le même qu'au Maghreb et que les deux souhaitent utiliser des fichiers différents. Bon, c'est peu probable parce que les imprimeurs utilisent pour la plupart des technologies qui sont semblables et qui évidemment ont recours à des formats de fichiers semblables également. Mais bon, encore faut-il confirmer cette information-là avec vos partenaires. Donc, ça prend un fichier qui est disponible au bon format. Ça prend un fichier qui est disponible dans la banque de données des imprimeurs envisagés. Donc, une fois que vous avez votre format, vous avez produit votre fichier au bon format, il faut l'exporter dans la banque de données des imprimeurs envisagés. Là, évidemment, vous pouvez avoir des ententes avec des imprimeurs différents dans chacun des territoires que vous voulez développer ou vous voulez offrir une certaine portion de votre catalogue en impression à la demande, comme vous pouvez aussi avoir recours à des réseaux. Donc, les imprimeurs ont déjà compris ça et plusieurs offrent l'accès à un réseau international. Vous avez une entente avec un imprimeur d'ici qui va, lui, vous ouvrir la porte à des collègues qui sont en France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb, au Maroc, au Sénégal, etc. Donc, ça existe, ça. Il y a l'exemple de Sawbook, par exemple, qui est une espèce de hub qui est connecté avec différents imprimeurs en Europe et ailleurs, en Afrique. Et donc, votre fichier se retrouve dans une banque de données qui est partagée avec tous ses partenaires. Donc, produire le bon fichier au bon format, le rendre disponible dans les banques de données des imprimeurs qui sont envisagés, les différents partenaires. Une fois que votre fichier est disponible, bien, il faut le rendre visible également sur les plateformes numériques. Donc, comme je le disais tantôt, ça vous prend une stratégie de référencement organique ou payante ou évidemment hybride. Puis ça, ben, soit dit en passant, il y a quelques entreprises qui font ça au Québec, qui peuvent vous aider dans le référencement. Ça me fera plaisir de vous diriger là-dedans si vous avez des questions. Vous allez avoir mon courriel à la fin de la présentation. Alors, je vous dis, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour des questions, pour des références. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous diriger là. Donc, fichier disponible au bon format, fichier dans la banque de données de l'imprimeur, visible sur les plateformes numériques. Je continue. Évidemment, une fois que vos fichiers sont disponibles et visibles sur ces plateformes-là, il arrive, évidemment, on est content quand ça arrive, il y a une commande, il y a un consommateur ou une institution qui va sur la plateforme XYZ de son pays, il commande votre livre, il prépaye, hein, vous le savez, quand vous commandez des livres en ligne, vous prépayez chez votre détaillant. Et puis là, évidemment, il y a tout un processus de transmission de commande qui démarre. Et puis là, ben, ça dépend de la structure que vous aurez donnée à votre système d'impression à la demande dans chacun des pays, avec chacun de vos partenaires. Parfois, la commande va être expédiée chez vous, directement à l'éditeur.
Parfois, ça va être directement à votre distributeur, parfois, ça va être directement à l'imprimeur, mais bon, il y a toutes sortes de configurations possibles. Ça dépend du partenaire avec qui vous faites affaire dans chacun des pays. Mais toujours est-il que transmission de la commande à quelqu'un. Cette transmission de commande-là, elle arrive chez l'imprimeur ou au hub de l'imprimeur. Si c'est un hub d'imprimeur comme SoBook, par exemple, ben là, ils vont sélectionner le meilleur imprimeur pour imprimer votre livre selon ses caractéristiques techniques, selon le lieu d'expédition, selon toutes sortes de facteurs. Il y aura évidemment donc la récupération du fichier dans la base de données en vue de la fabrication. Il y aura la fabrication et ensuite va s'en suivre la manutention, donc la préparation pour l'envoi et l'expédition. Et si l'expédition peut être directe, c'est-à-dire directement à la personne ou à l'institution qui l'a commandé, ou indirecte, c'est-à-dire par exemple, je peux avoir commandé un livre chez mon libraire favori et sur la plateforme de mon libraire favori, puis l'exemplaire va être livré chez mon libraire et je vais aller le chercher là. Ça peut être comme ça aussi, donc direct ou indirect. Donc, ce qui est important ici à comprendre, c'est que peu importe les intervenants dans la transmission de la commande, ce qu'il faut comprendre, c'est que commande par quelqu'un, une entreprise ou un consommateur sur la plateforme, et il y a transmission de cette commande-là, peu importe les intervenants, jusqu'à l'imprimeur, qui, lui, va récupérer le fichier, vous rentrez dans la ligne de fabrication, imprimer, relier et expédier soit directement au consommateur, soit indirectement. Donc, ça peut être chez votre distributeur, ça peut être chez le libraire, enfin bref, il y a toutes sortes de configurations possibles, dépendamment du partenaire, dépendamment également du pays où vous êtes. Voilà pour le processus. Bon, sur les technologies d'impression à la demande, évidemment, quand on s'est parlé il y a 10 ans, il y avait les technologies qu'on avait. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Ben, il y a eu une automatisation qui est plus grande du processus. Là, on vient d'en parler, du processus là, de la commande jusqu'à l'expédition, à l'expédition chez le consommateur ou chez le libraire, peu importe. Il y a eu des étapes qui se sont automatisés davantage. Donc, il y a moins d'intervention humaine dans le processus. Et vous le savez, plus on automatise, plus on systématise, ben, plus on réduit les coûts, plus on est en mesure de rendre l'impression à la demande, je dirais pas abordable, mais viable économiquement dans un modèle d'affaires. Donc, il y a une automatisation plus grande du processus dans les 10 dernières années. Il y a eu ce que mon ami Pierre a appelé la révolution du couteau à 3 faces. Alors, quand on imprime des livres à la demande, bien évidemment, il ne faut pas imaginer une imprimante qui imprime un seul exemplaire, puis après ça, il attend le prochain exemplaire. C'est une ligne de fabrication de la même sorte. Vous pouvez imaginer une presse offset ou une presse web, peu importe, là, qui imprime en continu. Donc, sur cette ligne d'impression, on va imprimer plusieurs livres, un à la suite de l'autre. Et à l'époque, donc il y a, je sais plus combien d'années, mais une bonne dizaine d'années, en tout cas, la dernière fois qu'on s'en est parlé, le couteau à 3 faces n'était pas arrivé. Et donc, il fallait que tous les livres qui étaient imprimés sur cette ligne de fabrication, il fallait qu'ils aient le même format. Et le couteau à 3 faces a changé ça. Il permet d'imprimer sur la même ligne de fabrication, la même ligne d'impression, des livres qui sont au format 4 par 7, 6 par 9, 7 par 10, parce que justement, le couteau 3 faces va donner le bon format au livre en question à la fin de la ligne d'impression. Donc ça, c'est une révolution en soi dans l'impression à la demande. Ça a permis de gagner évidemment en efficacité, en efficience, c'est-à-dire qu'on fabrique plus rapidement plus de livres sur la même ligne d'impression. On peut regrouper plusieurs types de livres, plusieurs formats de livres sur la même ligne d'impression. Et donc, ça rend la production plus efficace, plus efficiente. Et encore une fois, ça permet de produire, ou plutôt d'offrir des coûts de fabrication qui sont, encore une fois, pas abordables, mais viables dans un modèle économique. Et évidemment, ce qui a changé depuis 10 ans, ben, en fait, il y a 10 ans,
on nous disait qu'on pouvait imprimer en couleur, en quadrichromie à la demande, mais la qualité n'était pas tout à fait au rendez-vous. Aujourd'hui, on peut imprimer en quadrichromie. Les technologies me semblent, en tout cas, à mon sens, nouvelles. Donc, il y a encore du progrès à faire là-dedans. Mais encore, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est nouveau, la quadrichromie dans l'impression à la demande, nouveau en termes, c'est récent, mais c'est possible. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire. Ce sont les principales avancées technologiques qu'on a pu constater en termes d'impression à la demande au courant de la dernière décennie. Bon, parlons de fric maintenant. Je vous ai préparé un tableau très, très simple. Et le but, c'était de comparer, de vous permettre de comparer le coût pour la fabrication d'un exemplaire par rapport au coût que ça vous coûte lorsque vous commandez un tirage de 2000 exemplaires. Ce sont des prix qu'on appelle budget. Hein? Si vous appelez votre imprimeur demain matin, vous avez déjà un chiffre d'affaires de 400 000 chez lui, vous risquez d'avoir des meilleurs prix que ça. Vous appelez un autre imprimeur, vous lui dites, je te confie l'exclusivité de toute mon impression à la demande dans tous les pays, vous risquez d'avoir des meilleurs prix que ça. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on peut appeler le worst case scenario, c'est-à-dire c'est probablement le prix le plus cher que vous pourriez payer pour votre impression à la demande. Mais c'est important pour moi de vous présenter l'écart entre le worst case pour un exemplaire et le worst case pour un 2000 exemplaires. Donc, j'ai pris évidemment un format standard, le 6 par 9, c'est un format qu'on utilise fréquemment en édition. J'ai pris une impression en noir sur un papier standard aussi, un 9-700M, la couverture standard, 4/0 sur un 12 points, une reliure allemande. Donc, aucune extravagance. Là. Mais j'ai fait varier le nombre de pages. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait varier le nombre de pages. Donc, pour un 120 pages, on voit que ça nous coûte 4,48 $ pour fabriquer un exemplaire contre 1,79 $ si on en tire 2000. Vous avez ensuite pour le 208 pages 5,49 pour 2,45. Puis pour le 320 pages, 6,78 pour 3,29. Bon. Moi, ce que je vais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que dans les coûts que je vous présente, le transport n'est pas inclus. Et c'est un détail très important parce que transporter un exemplaire de chez votre imprimeur jusqu'au distributeur ou jusqu'au libraire, ou peu importe où vous l'envoyez, vous le savez, au Québec, ça coûte une fortune. Ça pourrait vous coûter plus cher que la fabrication de votre exemplaire. Donc ça, dans vos discussions avec votre imprimeur, vos partenaires, la discussion à propos du transport de l'exemplaire et de sa manutention, donc comment on va emballer ce livre-là, comment on va le livrer, comment on peut rendre tout le processus de transport et de manutention efficient, le moins cher possible, c'est une discussion que vous devez impérativement avoir. On a, évidemment, en tant qu'éditeur, toujours le réflexe de discuter des coûts de fabrication et des délais de fabrication, mais je vous invite à discuter, à ne pas oublier de discuter des frais d'expédition, parce que c'est très important ici. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous aurez remarqué que plus le nombre de pages est élevé, moins le facteur multiplicateur est élevé. C'est-à-dire que si on prend le premier exemple, pour le 120 pages, ça nous coûte 2,5 fois le prix. Hein? Fabriquer un exemplaire coûte 2,5 fois plus cher qu'en fabriquer 2000. Si on prend le deuxième exemple, 208 pages, fabriquer un exemplaire coûte 2,25 fois plus cher que si on en fabrique 2000. Puis si c'est un 320 pages, ça nous coûte 2 fois plus cher que si c'est un tirage de 2000. Donc, il faut comprendre que plus on a de pages, plus ce facteur multiplicateur-là diminue.
Donc voilà. Donc vous voyez que, quand je disais tout à l'heure, ce sont des prix qui ne sont pas forcément abordables, mais ce sont des prix qui peuvent être viables dans un modèle économique d'impression à la demande, si tant est qu'on arrive à bien négocier et à bien organiser tout le processus d'expédition et de manutention. Je vous le dis, ce n'est pas du tout à négliger. L'autre affaire aussi, puis ben, c'est un exercice que je ne pouvais pas faire dans le cadre de ce cours-ci, mais je cherche mes mots, je veux vous dire ça, parce que c'est hyper important. J'aurais pu vous faire un exercice financier pour vous démontrer à quel point la fabrication, c'est-à-dire le coût d'impression à la demande d'un exemplaire n'est pas si élevé que ça comparativement à ce que ça nous coûte vraiment en tant qu'éditeur quand on imprime 2000 exemplaires, qu'on l'envoie, qu'on le stocke, qu'on le désuète. En fait, j'aurais pu vous donner des dizaines d'exemples pour vous permettre de prendre conscience que oui, ça coûte 2 fois plus cher ou 2,5 fois plus cher, mais quand vous enlevez les coûts d'entreposage, les coûts de transport, les coûts de gestion, la désuétude de stock, c'est-à-dire l'amortissement des inventaires, il y a toutes sortes de coûts, vous le savez, qui sont reliés à imprimer des exemplaires en trop. Puis Dieu sait qu'on en imprime tous trop. Hein? Disons que c'est plutôt rare qu'on réimprime nos. Ça arrive, hein, on s'entend, on réimprime des livres à chaque année. Là. Et disons que la majorité des livres qu'on publie, on ne les réimprime pas. On va plutôt chercher à se débarrasser des inventaires qui nous restent. Donc, je peux pas. C'est que le webinaire ne se prête pas à cet exercice-là. Mais si jamais vous voulez qu'on le fasse ensemble, appelez-moi, écrivez-moi un courriel. Ça va vraiment me faire plaisir de prendre un exemple dans votre catalogue, de faire sortir toutes les factures d'impression, les frais d'entreposage de votre distributeur, la désuétude de stock que votre comptable a pris en fin de période, puis on va aller trouver le véritable coût unitaire de votre livre, puis on va le comparer à l'impression à la demande, puis vous risquez d'avoir une surprise. Voilà pour l'aspect financier. Je vois le temps qui passe, mais c'est bon, on est dans les temps, on va avoir du temps pour les questions, puis j'allais dire la discussion, pas vraiment, mais au moins les questions. Puis je prends 5 secondes pour le mentionner. Pour moi, c'est important cette période de questions-là, parce que je sais que vous êtes tous et toutes, j'ai vu les commentaires que vous avez envoyés au moment de l'inscription. Vous avez tous et toutes des questions très particulières. Vous êtes dans des contextes très particuliers. Hein. Il y a des thèses universitaires, il y a des éditeurs jeunesse, il y a des éditeurs de littérature, il y a toutes sortes de monde autour de la table aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la fin de la période de nous poser des questions, quelles qu'elles soient, même si elles sont en rapport de façon très spécifique à votre contexte. Ça peut renseigner les autres. Voilà. C'est ici. Je continue. Bon. Ici, vous allez me trouver drôle, mais j'aurais aimé ça vous faire une liste puis vous expliquer là, tous les partenariats que vous pouvez développer en Europe puis ailleurs dans le monde, en francophonie. C'était pas possible, c'est pour ça que j'ai préparé avec mon équipe un petit document que je pourrais vous faire parvenir d'ici une semaine ou deux. Mais je suis obligé de vous parler du fonctionnement d'un éventuel partenariat avec Amazon. Moralement, je ne vous le conseille pas. Ce n'est pas un partenaire avec qui je ferai affaire, mais c'est un partenariat qui existe. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Je n'irai pas plus loin que le lien. Je vous invite à aller consulter ça si vous considérez qu'Amazon peut être votre partenaire. Et je ne juge pas du tout. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je ferais. Je serais plutôt d'avis ou plutôt de conseil. Je vous conseillerais davantage de parler à vos imprimeurs d'ici qui connaissent l'impression à la demande. Non seulement ils la connaissent ici, ils peuvent faire des tests avec vous, mais ils peuvent également vous réseauter, vous présenter à des partenaires ailleurs dans le monde. Les imprimeurs qu'on a au Québec sont toujours très généreux de leurs conseils. Donc, moi, je vous invite d'abord à
discuter d'impression à la demande avec les distributeurs et les imprimeurs des territoires que vous visez. Puis, vous aurez une liste là, dans le document dont je vous parle depuis tantôt. Mais je devais vous mentionner que Amazon offre ce service-là, notamment en France. C'est le lien de la France que je vous ai mis dans la présentation. Donc, le service s'intitule Kindle. Je ne me souviens même plus comment. Enfin bref, le lien est là. Vous allez là-dessus, ça va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc, pour cette diapositive-là, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que le document sera prêt d'ici une semaine, grosso modo. Vous pourrez retrouver les principaux partenaires en Europe francophone et en Afrique francophone avec qui vous pourriez faire de l'impression à la demande dans ces territoires. Bon, quels sont les avantages d'avoir recours à l'impression à la demande? L'un des beaux avantages, c'est de conserver les droits sur une œuvre. Vous le savez, la plupart des contrats qu'on a avec les éditeurs font en sorte que, à partir du moment où on n'a plus d'inventaire ou à partir du moment où on n'a plus de vente, ça dépend des contrats qu'on a avec les auteurs, on perd les droits. On ne les perd pas nécessairement, mais l'auteur peut les récupérer. Alors, évidemment, le fait de rendre disponible et visible tout un catalogue d'œuvres dans différents territoires, ça pourrait, je dis bien ça pourrait permettre de conserver les droits. Encore faut-il que vous prévoyiez cela dans vos contrats. Donc, mon conseil ici, c'est que pour bénéficier de cet avantage-là, il faut le prévoir dans vos contrats, il faut modifier vos contrats. Donc, les clauses qui font écho à la récupération des droits par l'auteur au moment où les ventes sont insuffisantes ou jugées insuffisantes, ou au moment où l'inventaire est jugé insuffisant, il faut les modifier en fonction du recours à l'impression à la demande dans certains territoires. Alors là aussi, je vous invite à me contacter si vous voulez plus de détails là-dessus. Ça me fera plaisir de vous guider. Deuxième avantage de l'impression à la demande en contexte d'exportation, c'est que ça permet l'impression des fameux Advanced Reading Copies, les exemplaires de lecture. Bon, vous me direz, il y a de moins en moins d'éditeurs à travers le monde qui souhaitent recevoir des Advanced Reading Copies. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, ils se sont mis au PDF, puis c'est beaucoup plus rapide, plus efficace. On peut prendre des décisions plus rapides. On peut partager le fichier PDF avec notre comité éditorial. Donc, vous le savez, plusieurs se sont mis à cette sauce. Mais toujours est-il qu'il y a encore des éditeurs à travers le monde qui préfèrent recevoir un exemplaire papier du livre dont il est question. Évidemment, je vous parle de ça dans un mode d'exportation où on travaille la licence ou la coproduction. Donc, le partenaire étranger souhaite recevoir l'exemplaire pour en prendre connaissance, etc. Donc, l'impression à la demande permet ça, même s'il s'agit de manuscrits non révisés, non finaux, peu importe, il est très facile d'imprimer un seul exemplaire ou 10 exemplaires, peu importe, là, qui sont destinés à vos partenaires à l'étranger. Puis, comme vous l'avez vu, à peu de frais, là. S'il s'agit d'un roman de quelques pages, si je reviens à notre tableau financier, là, bougez pas, ici, vous voyez, j'ai un roman de 200 pages ou un essai de 200 pages, à 5 $ et quelques l'exemplaire, j'en fais une dizaine pour mes partenaires étrangers, je me suis pas ruiné, là. Je me suis pas ruiné du tout. Puis, ça va satisfaire mes partenaires étrangers qui préfèrent toujours recevoir le Advance sous forme physique plutôt que sous forme PDF. Ça permet évidemment d'en fabriquer pour les foires aussi. Vous savez, quand on va faire des foires, on présente nos nouveautés. Alors, il n'y a pas encore si longtemps que ça, on faisait des mock-ups, on se faisait faire des dummies en blanc, puis on imprimait une jaquette, puis là, on présentait le mock-up sur les tablettes de notre stand. Aujourd'hui, non seulement on peut faire ça, mais on peut plutôt présenter un exemplaire qui est imprimé avec la technologie d'impression à la demande. Alors, quand votre
quand les éditeurs rentrent dans votre stand, prennent l'exemplaire dans les mains, ben, c'est pas un mock-up qu'ils ont dans les mains, ils ont le texte, donc ils peuvent s'imprégner rapidement de l'œuvre. Donc, c'est un avantage certain. Bon, évidemment, je reviens parce que je trouve ça important. C'est le principal avantage de l'impression à la demande, c'est de rendre disponible tout un catalogue de titres ou une portion de catalogue dans un territoire et sans investissement préalable. Vous n'avez pas à fabriquer des exemplaires. Vous avez à rendre disponible. Évidemment, c'est du temps, vous me direz. Il faut trouver le bon partenaire, négocier avec le partenaire, transférer les fichiers, ou produire les fichiers si vous ne les avez pas déjà, transférer les fichiers dans la base de données, puis évidemment, amorcer la campagne de référencement, la stratégie de référencement pour rendre visibles vos titres sur ces plateformes, dans ce territoire-là. Mais bon, c'est quand même le principal avantage. Je vous le disais tantôt, beaucoup d'éditeurs du Québec ont des accords de diffusion-distribution en France. Évidemment, transitent via ce mode d'exportation-là, via cette entente de diffusion, une certaine portion du catalogue de l'éditeur, mais pas toutes les nouveautés et pas tout le catalogue. Donc, l'une des belles façons de rendre disponible tout le reste du catalogue, c'est de l'offrir via l'impression à la demande, de telle sorte que vous travaillez vos nouveautés avec votre diffuseur, mais en complément de ça, vous rendez disponible les 200, 300, 400, les 700 titres de votre catalogue qui ne sont pas travaillés par votre diffuseur. Alors ça, c'est vraiment un très, très bel outil pour ça. Et finalement, ben, je le disais tantôt, lorsqu'on parlait de finances, ben, ça élimine tous les frais d'entreposage. Dieu sait que les distributeurs, ici comme ailleurs dans le monde, nous transfèrent cette facture-là qui devient de plus en plus salée. Avec raison, vous me direz, bien oui, les loyers coûtent cher, les chauffer, ça coûte cher, les entretenir, ça coûte cher. Donc, les entrepôts, ça coûte cher. Donc, finalement, le 1 cent ou le 2 cents l'exemplaire mensuel qu'on paye pour chacun des exemplaires, à la fin de l'année, ça fait, vous me direz, ça fait juste entre 12 et 24 cents. Oui, mais quand on a 18 000 exemplaires, ben, la facture est salée. Donc, quand on a recours à l'impression à la demande, ben, on évite ces frais d'entreposage-là et on évite évidemment l'investissement que représente la fabrication même si on fabrique 10, 15 ou 20 exemplaires pour chacun des 200 titres qu'on veut rendre disponibles dans un territoire, imaginez la facture de l'imprimeur, la facture du transporteur et la facture du distributeur pour les frais d'entreposage. Puis évidemment, pensez aux frais financiers que ça implique. Hein, quand on imprime, quand on mobilise 50, 60, 70 000 $ dans un inventaire pour développer un pays, même si l'inventaire est court pour chacun des titres, ça reste un investissement important, ben, il faut le financer. Alors, 7, 8, 10 % de 70 000 par année, ben voilà. Alors, quand on additionne tous ces coûts-là, l'impression à la demande devient, je vous le disais tout à l'heure, une option vachement intéressante. Je continue. Bon, quelques défis. Évidemment, l'impression à la demande, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait en ce bas monde, me direz-vous. Et l'un des principaux défis, j'en ai parlé un petit peu tantôt, ce sont les coûts de transport. Ça coûte cher de transporter un seul exemplaire vers un point, vers une destination donnée. Qui plus est, ça coûte encore plus cher quand on est dans un contexte d'urgence. Hein, parce que le consommateur en ligne, on l'a habitué, puis on pointera personne du doigt, mais on l'a habitué à recevoir son livre dans les 24 à 48 heures qui suivent le clic de la commande. Alors, quand on est dans un processus d'impression à la demande, ben, entre le clic et la réception du livre, il y a, vous l'avez vu tout à l'heure, tout un processus. Là. Il y a la transmission de la commande là, via tous les intervenants, même si ça peut se faire en quelques minutes, cette transmission-là. Il y a ensuite la fabrication, donc il faut l'imprimer, le livre, il faut le relier, le livre,
il faut le manutentionner, c'est-à-dire le préparer pour l'expédition, puis ensuite, il faut le transporter jusqu'à ce point de vente-là. Alors, on ne sait pas il est où ce point de vente ou le consommateur, peu importe là, à qui on livre, mais il faut le transporter. Donc, maintenant qu'on a habitué nos consommateurs à recevoir tout en 24 ou 48 heures, ben, les coûts de transport sont extrêmement importants. Notamment, ben, ils sont importants même sans cette urgence-là. Alors, imaginez combien ils sont importants dans un contexte d'urgence. Alors, je vous le disais tantôt, quand on négocie, quand on met en place une stratégie de développement de territoire ou de développement de marché à l'aide de l'impression à la demande, ben, il faut absolument avoir des discussions sérieuses à propos de la stratégie de livraison, la stratégie d'expédition des livres. Le deuxième défi auquel fait face l'impression à la demande, ben, ce sont évidemment les coûts. Autant les coûts de production que les coûts de gestion du processus. Vous l'avez vu tantôt, il y a toutes sortes d'étapes dans le processus. Alors, tu sais, quand on parle, par exemple, de transmettre les fichiers dans la base de données de votre partenaire ou de vos partenaires, ben, ces fichiers-là, ils se retrouvent à quelque part, ils se retrouvent sur des serveurs. Les serveurs, ça coûte de l'argent, il faut les entretenir, il faut les sécuriser, etc. Donc, il y a des coûts partout, à chacune des étapes du processus d'impression à la demande, il y a des coûts. Même si, évidemment, vu de l'extérieur, ce qu'on constate, nous, c'est le coût du papier, le temps de presse, le coût de reliure, etc. Il y a toutes sortes d'autres coûts qui sont relatifs à la gestion de ce processus-là. Et c'est un défi auquel fait face les fabricants, les imprimeurs. Évidemment, ils ont été très efficaces et très efficients dans la dernière décennie. Je le disais tantôt, ils ont réussi à automatiser grandement, ou en tout cas davantage, le processus. Donc, ils ont éliminé beaucoup d'interventions humaines. Ils ont rendu la plupart des processus plus rapides, plus efficients. Mais il reste encore du chemin à faire. Et donc, les coûts de production et les coûts de gestion, vous l'avez vu tantôt, on a parlé quand on a analysé les coûts, l'aspect financier de la chose, on n'est pas encore dans un coût qui est abordable. Je le disais, il est viable économiquement, mais il n'est pas encore abordable. Alors, c'est un défi pour la chaîne de production et de fabrication que de rendre ces coûts-là encore plus abordables. Évidemment, enlevez-vous de l'idée d'arriver à des coûts semblables à ceux que vous obtenez quand vous en imprimez 2000. Nos imprimeurs sont très novateurs, mais encore faut-il être réalistes. Troisième défi d'importance aussi, parce que je pense à des éditeurs, je ne sais pas si vous êtes toujours ici, nos amis de chez Alto là, qui ont des productions particulières, on va dire ça comme ça, novatrices, qui parfois ont recours à des papiers spéciaux ou à des couvertures spéciales. Évidemment, aujourd'hui, les procédés d'impression, de fabrication de l'impression à la demande, sont relativement homogènes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant d'options qu'on le souhaiterait en termes de rabat, de jaquettes, d'embossage, de vernis, de choix de papier. On est mis devant, disons, une sélection assez restreinte d'options. Et c'est un défi certainement important pour la chaîne de fabrication dans l'avenir. Donc, ce sont pour moi les trois principaux défis, là, qui sont regardés à un horizon des 5 ou 10 prochaines années. Là. Les coûts de transport, c'est le plus gros défi. Les coûts de production et de gestion du processus, c'est également un défi. Et évidemment, la possibilité d'offrir une grande diversité d'options pour l'impression et la fabrication, c'est un défi aussi pour la chaîne. Ça m'amène à vous parler de l'avenir de l'impression à la demande. Évidemment, on s'attend tous à une automatisation plus grande encore du processus. Pourquoi? Parce que tout le monde y travaille. Tout le monde y travaille sur l'ensemble
des étapes du processus. Hein? Donc, tout le monde réfléchit à rendre cette chaîne-là plus rapide, plus efficiente, plus efficace, tout simplement, ce qui va évidemment nous apporter des diminutions de coûts. Je le disais aussi tout à l'heure que autant nous, dans une stratégie d'exportation, il faut considérer l'impression à la demande comme un outil complémentaire. Il faut aussi envisager l'impression à la demande comme un type de fabrication qui n'est pas exclusif. Donc, l'impression à la demande, elle est aussi complémentaire à tous les autres types de fabrication. Il ne faut pas penser que les imprimeurs vont, dans la prochaine décennie, complètement changer leurs équipements pour faire que de l'impression à la demande. C'est pas ça qui va arriver. L'avenir de l'impression à la demande, c'est le développement d'une offre de services d'impression à la demande par les imprimeurs qui ont déjà d'autres types de services. On connaît des imprimeurs ici au Québec qui offrent l'impression traditionnelle, là, des tirages de 2000 jusqu'à 300 000, là, comme vous voulez. Des impressions également à court tirage, des 50 exemplaires, des 100 exemplaires, et qui offrent aussi déjà l'impression à la demande, donc un seul exemplaire à la fois. Donc, c'est plutôt ça l'avenir de l'impression à la demande, c'est-à-dire que les imprimeurs vont offrir ce type d'information ou ce mode de fabrication ou d'impression en complément aux autres modes de fabrication qu'ils offrent déjà. Et évidemment, on va pouvoir constater une progression du recours à l'impression à la demande en parallèle à la progression des achats en ligne. Et là, évidemment, 2020 est une année exceptionnelle pour les achats en ligne, puis on comprend pourquoi. Le contexte dans lequel on a été mis depuis déjà 7-8 mois nous a amené à consommer davantage en ligne. Et évidemment, je vous le disais tout à l'heure, je suis chercheur, alors je lis beaucoup sur les changements de comportement, l'adoption de nouvelles attitudes, et l'achat en ligne est là pour rester. Hein. Les gens qui ont goûté à l'achat en ligne, là, chez vous, confortablement assis dans votre salon, en pyjama, à commander votre livre, puis il arrive le lendemain ou le surlendemain dans votre boîte à lettres. Certaines personnes qui ont goûté à ça ont beaucoup apprécié, d'autres qui ont goûté et ne l'ont pas du tout apprécié. Mais toujours est-il qu'il y a eu une forte progression des achats en ligne dans le domaine du livre au Québec et ça ne s'arrêtera pas demain. Alors, il y a fort à parier que dans un avenir proche, dans les 5 prochaines années, voire dans les 10 prochaines années, qu'on puisse constater non seulement une augmentation des achats de livres en ligne, mais aussi, parallèlement, une augmentation des achats, une augmentation de la fabrication à l'aide de l'impression à la demande. Je termine en vous donnant 2 grands conseils si vous voulez vous lancer si vous voulez avoir recours à l'impression à la demande dans un contexte d'exportation. La première chose que vous devez faire, c'est de vous constituer des archives numériques. Des archives numériques, c'est-à-dire une archive de fichiers numériques de chacune de vos œuvres. Ces archives-là doivent être extrêmement bien organisées et structurées, c'est-à-dire que ça doit être très, très simple de naviguer à l'intérieur de vos archives, ça doit être très, très simple de retrouver un titre, une œuvre donnée, puis de retrouver, s'il y a eu plusieurs éditions, de pouvoir facilement les identifier. Donc, elles doivent être bien organisées et bien structurées. Elles doivent être centralisées. Alors, on peut pas penser des archives numériques multisites. Il faut avoir un seul endroit, je mets en guillemets, là, un seul endroit, une seule archive numérique centralisée. C'est extrêmement important. Et évidemment, il faut prévoir la production de toutes les métadonnées. Là, plusieurs d'entre vous avez suivi des formations sur les métadonnées. Plusieurs d'entre vous vous faites casser les oreilles avec les métadonnées depuis quelques années. Ben, je vais vous les casser encore plus parce que sans métadonnées, vous ne pourrez pas développer votre marché avec l'impression à la demande. Je vous disais tantôt, rendre disponibles vos œuvres en ligne, ça ne nécessite pas vraiment de métadonnées, mais si vous voulez les rendre visibles,
vous aurez besoin de toutes les métadonnées possibles et imaginables. Et donc, il vous faudra, lorsque vous allez constituer vos archives numériques, il faudra accompagner chaque fichier de toutes les métadonnées possibles et imaginables pour que ce soit le plus simple possible de valoriser votre référencement par la suite. Donc, ça, c'est mon premier conseil, de développer, de constituer les archives numériques. Puis ça, il y a toutes sortes d'entreprises au Québec là, qui font ça. Puis, vous pouvez même vous faire guider par des spécialistes des archives. Là, il y a une école à l'Université de Montréal, à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Ils forment des archivistes numériques. Il y a des spécialistes en archives numériques à l'Université de Montréal. Et je vous invite à les contacter. Ce sont des professeurs. Ils vont faire un plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous conseiller. Il n'y a pas seulement les entreprises, on peut appeler les universités pour nous aider dans ce genre de dossier. Deuxième conseil, vous allez trouver que je me répète, mais oui, mais c'est super important, c'est que ça vous donne absolument rien demain matin de rendre disponibles vos catalogues sur les plateformes d'un territoire donné sans les rendre visibles, c'est-à-dire sans stimuler la demande, sans organiser, sans mettre en œuvre une stratégie qui va rendre visibles vos titres. Cette stratégie-là, j'ai parlé beaucoup de référencement organique ou payant, mais ça peut aussi être une stratégie de médias sociaux. Toutes sortes de stratégies qu'on peut déployer dans l'environnement numérique pour rendre une œuvre ou un catalogue d'œuvres plus visible que seulement disponible. Et ça, je vous le dis, là, si vous imaginez rendre disponible votre catalogue dans un territoire à l'aide de l'impression à la demande, il vous faudra mettre en œuvre une campagne de visibilité, une stratégie de mise en visibilité. Parce qu'autrement, ce serait comme expédier des livres chez votre distributeur au Maghreb, puis croiser vos doigts pour que quelqu'un les voie. Alors, ça n'aurait pas de sens, vous en conviendrez. Donc, voilà mes deux conseils. De bonnes archives numériques bien structurées, bien organisées, centralisées, full métadonnées, avec une stratégie de diffusion importante. Il faut stimuler la demande et non pas attendre qu'elle vienne à nous. C'est excessivement important d'adopter une position active plutôt une posture, active plutôt qu'une posture passive dans ce domaine. Alors, ça met fin. C'est la séance de questions qui commence. J'espère que vous avez des questions à me poser. J'espère qu'on va avoir une discussion. Sinon, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes invité là, à me contacter par courriel. Je vais la mettre tout de suite à la diapositive de mes coordonnées, comme ça, vous aurez le temps de la noter. Je laisse maintenant Gabrielle gérer les questions. Parfait. Merci Stéphane. Nous apprécions beaucoup votre recherche et vos connaissances. Il y a déjà une question ici. J'espère qu'il y en aura des autres. Vous pouvez mettre vos questions dans la section de chat ou Q&A si vous voulez partager vos questions avec Stéphane. Alors, pour la première ici, merci pour la présentation. J'aimerais savoir, quel est le délai général entre la réception du commande et l'envoi au lecteur? Et 2, peut-on espérer, avec l'impression à la demande, avoir la qualité habituelle de nos livres papier et couleur? Vous avez déjà parlé un peu de ça, mais... Alors, ce sont d'excellentes questions. À la première, sur le délai, je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de votre partenaire. Il y a des partenaires qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Ça va aussi dépendre du territoire où vous êtes et donc des infrastructures de transport également. Donc, il y a trop de données qui peuvent varier selon le partenaire, selon le territoire et même selon l'œuvre en question. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je sais par contre que ça peut être extrêmement rapide, là, quelques jours, comme ça peut être aussi quelques semaines. Ça dépend vraiment d'où vous êtes, c'est-à-dire dans quel pays la commande doit être expédiée et où est situé votre partenaire et quelle infrastructure utilise votre partenaire, pas modèle d'affaires, mais quel
volume d'affaires votre partenaire a. Vous savez, il y a des imprimeurs qui commencent en impression à la demande, fait qu'ils vont attendre, avant de partir leur chaîne, ils vont attendre d'avoir un certain volume. Fait que vous, pendant ce temps-là, vous ne livrez pas. Alors, dans votre choix de partenaire, assurez-vous de choisir quelqu'un qui est sérieux, là, qui a un véritable volume d'affaires. À la deuxième question, sur la qualité, sur l'impression en noir, moi, il y a plein de livres que j'ai achetés et je me suis aperçu après coup, en fait, on m'a dit après coup que c'était de l'impression à la demande. J'ai pas vu la différence sur des livres en noir, ni sur la fabrication de la couverture, ni sur la fabrication intérieure. Sur la qualité de l'impression en couleur, là, évidemment, mon œil d'éditeur, je vais me permettre de dire que la qualité, elle n'est pas aussi belle que si on avait imprimé en offset ou en web. Et donc, si vous envisagez de faire de l'impression à la demande en couleur, sachez que si vous faites des albums jeunesse, ben, disons que vous pourriez attendre quelques années avant de le considérer. Mais si vous faites des essais dans lesquels, ou des livres universitaires ou des guides pratiques dans lesquels les illustrations sont en couleur, mais ne nécessitent pas, il ne s'agit pas d'œuvres d'art, là, ben, vous pouvez tout à fait y aller demain matin. La qualité, elle est quand même très belle. OK, merci. On a des autres questions ici. Alors, la seconde, est-il d'usage d'augmenter le prix de vente public pour absorber les frais encourus par l'impression à la demande? Très, très, très belle question. Évidemment, ça va dépendre du pays où vous faites affaire. Alors, évidemment, on serait vite tenté, s'il s'agit par exemple de l'Europe francophone, si c'est un livre qu'on vend ici à 20 pour faire des chiffrons, on sera vite tenté de le proposer à 20 € en impression à la demande, puis je vous dirais, allez-y sans problème. Évidemment, je vous dirais pas de le mettre à 30 €, là, il faut rester réaliste. Il faut se faire conseiller aussi là-dedans. Mais oui, on peut jouer, on peut augmenter sensiblement le prix lorsqu'on rend un catalogue de titres disponibles ailleurs dans le monde avec l'impression à la demande. Mais si, par exemple, vous faites ça dans un territoire où le niveau de vie est inférieur à celui qu'on a chez nous, par exemple, disons que vous voulez exporter au Maghreb, ben, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Là. Si vous mettez vos livres à 30, l'équivalent de 30 ou 35 au Maroc ou en Algérie, vous n'y arriverez pas. Là. Donc, il faut prendre en considération le pays où on est, le niveau de vie, et donc aller voir les comparables. Quels sont les prix pratiqués chez nos concurrents qui ont des œuvres semblables, puis s'ajuster en fonction de ça. OK, merci. Alors, les autres questions, on a une ici. Pourrait-on utiliser l'impression à la demande pour le Québec aussi? Absolument. Absolument. De la même façon qu'on peut le faire pour l'étranger, on peut le faire pour le Québec, en ce sens où il y a des éditeurs au Québec qui ont des fonds extraordinaires, mais vous le savez, la place en librairie, elle n'est pas extensible. Hein? C'est pas parce qu'on produit de plus en plus de livres que l'espace en librairie s'agrandit. Et donc, les libraires reçoivent, grosso modo, à faire comme 25 000 nouveautés par année. Alors, ils sont moins portés à travailler les catalogues qui sont de plus en plus riches, de toute évidence. Je pense que si, enfin, j'ai pas de données statistiques, mais imaginez qu'on mette dans un seul espace physique un exemplaire de chacun des titres qui sont dans les catalogues des éditeurs québécois et francophones. Ça prendrait quelques Costco, comme on dit, quelques entrepôts pour y arriver. Donc oui, c'est une excellente solution d'utiliser l'impression à la demande pour la même raison qu'on le fait à l'exportation, c'est-à-dire pour continuer à rendre disponibles, et n'oubliez pas visibles, des œuvres qui n'ont plus le potentiel qu'ils ont eu dans le passé, mais tout de même sur lesquels on pourrait vendre 3, 4, 6, 8 exemplaires par année. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, 200 titres fois 8 exemplaires, ben, c'est de l'argent en fin d'année. OK, parfait. Il y avait une
autre partie de cette question, et c'était si oui, est-ce qu'on peut faire l'impression à la demande à Québec, au Québec, avec qui ici au Québec? Ah, ben écoutez, la plupart des imprimeurs qui offrent qui sollicitent les éditeurs de livres au Québec offrent un service d'impression à la demande. Évidemment, je suis pas ici pour faire de la pub, mais je sais que Marquis Imprimeur est l'un des plus importants au Québec et j'aurais tendance à commencer à discuter avec ces gens-là. OK, parfait, merci. Il y a une autre question ici. Avez-vous des chiffres sur les quantités de l'impression à demande produites depuis les 5 dernières années, par territoire, parlant ou autre? Non, ces statistiques-là n'existent pas malheureusement et on peut collecter des données à gauche et à droite, mais elles ne sont pas fiables. On a tenté de le faire, mon équipe et moi, en vue de cette présentation, mais ce ne sont pas des données qui sont publiques, ce sont des données privées que les imprimeurs pourraient nous confier. Mais évidemment, vous imaginez tout le travail de contacter tous les imprimeurs de tous les territoires pour connaître leurs statistiques. Ça ne faisait pas partie de notre mandat ici aujourd'hui. Et malheureusement, ces données-là ne sont pas publiques, donc on n'a pas pu y accéder. OK, parfait, merci. Il y a une autre question ici. Je me demande si les livres disponibles en impression à la demande sont généralement référencés sur les sites de libraires, par exemple en France. Ben là, ici aussi, là, dans chaque territoire, il y aura des problématiques qui sont différentes. Alors, certains distributeurs slash imprimeurs slash détaillants vont opter pour un certain fonctionnement, c'est-à-dire que quand le livre est disponible en impression à la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inventaire nulle part, il va quand même s'afficher sur la plateforme comme étant disponible. Chez sur d'autres plateformes, ce sera plus complexe. Il pourrait y avoir, vous savez, si vous allez sur n'importe quelle, je ne dirais pas laquelle, mais il y a un grand libraire du Québec, vous allez sur sa plateforme, s'il n'y a pas d'inventaire pour votre titre, de façon générale, sauf erreur, il va s'afficher pas en stock, livraison dans 4, 7, 12, 15 jours, ça dépend du fournisseur. Alors que sur d'autres plateformes de détaillants qui ont eu des discussions avec les distributeurs et les fabricants, les imprimeurs qui font de l'impression à la demande, ils ont trouvé un système pour que le livre s'affiche comme étant disponible, même s'il n'existe pas d'inventaire. Et c'est évidemment là où il faut s'en aller. Mais disons qu'au Québec, ce ne sont pas toutes les plateformes qui sont rendues là. En France, disons qu'ils ont un petit pas d'avance, on va dire ça comme ça. Okay. Merci. Et il y a une autre question ici. On a tant parlé des libraires qui offrent ou offriront l'impression à la demande. Qui, selon vous, dans la chaîne du livre, devrait servir les éditeurs en impression à la demande? Oh, c'est une belle question, ça, à laquelle j'ai pas de réponse. J'aimerais ça être devin, parce que si j'étais devin, je saurais où investir pour mon régime de retraite qui s'en vient à grands pas. Mais je dirais que, comme dans tout, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il s'installe des collaborations entre tous les acteurs. Au Québec, en tout cas, depuis les années 80, depuis la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, les acteurs sont tricotés serrés et travaillent ce genre de dossier-là de façon collective. Et il y a fort à parier que les imprimeurs d'ici fassent des ententes avec les distributeurs et les libraires d'ici pour rendre plus efficiente la chaîne de l'impression à la demande. Je sais qu'il y a toutes sortes de discussions qui sont en cours avec différents partenaires. Ce sont tous des gens brillants et novateurs et ils vont arriver à trouver la solution, la belle solution. Mais est-ce que ce sera entre l'imprimeur et le distributeur, entre l'imprimeur et les libraires? Je suis plutôt partisan d'une solution hybride, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des partenariats entre tout le monde. C'est-à-dire que dans certains cas, ce sera le distributeur, dans d'autres, ce sera avec le libraire.
mais tout le monde, ce qui est important, c'est que je pense que tout le monde va être impliqué. On ne brisera pas la chaîne pour rendre l'impression à la demande plus efficiente. On va plutôt trouver la solution pour protéger tout le monde tout en la rendant efficiente. C'est parfait. Et en continuant cette question, savez-vous si le libraire .ca et de Marc ont dans leur projet de développer les pressions à la demande? Je ne suis pas au courant. OK, parfait. Ben, merci. Je crois que ce sont toutes les questions qu'on a jusqu'au moment. Il n'y a pas d'autres ici. Ben, s'il n'y en a pas d'autres, juste répéter à Gabriel avant que tu prennes la parole que vous avez mon courriel et mon téléphone. Bon, c'est plus facile de me joindre par courriel. S'il y a des questions qui émergent après coup, après la formation, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça va vraiment me faire plaisir pour vous guider là-dedans. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est très bien avoir cette opportunité de vous parler après des présentations. Je vais vous remercier beaucoup pour votre temps aujourd'hui, à toi Stéphane et à tous nos participants. Il faut que je remercie aussi au gouvernement fédéral pour nous donner les fonds pour cet événement. Comme Stéphane a dit, vous pouvez vous contacter avec nous, avec Stéphane ou moi si vous avez plus d'informations. Vous pouvez aussi avoir accès aux présentations et l'enregistrement dans une semaine à peu près. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous et à toutes et à la prochaine. Merci. Merci tout le monde. Au plaisir de vous revoir.